Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Avant-propos. Le divorce de l'entrepreneur, pour un avocat spécialiste en droit de la famille. Il s'agit là d'un ouvrage dont il n'est pas exagéré de considérer qu'il est indispensable. En effet, il est extrêmement important qu'un chef d'entreprise puisse connaître par anticipation ses droits et ses risques en cas de divorce à une époque où la durée de vie d'un mariage est de plus en plus aléatoire. Le travail pédagogique effectué par M. Ron doit être salué, car il émane d'un expert fréquemment désigné par les juges aux affaires familiales qui sait donc de quoi il parle. Il fournit des clés précieuses qui doivent être appréciées en tant que telles. Ce livre, qui permet à un chef d'entreprise d'anticiper sur ses risques, est la démonstration de ce que le droit de la famille et le droit des affaires sont désormais indissociables et condamnés à faire bon ménage. En réalité, il conviendrait presque de suggérer que les mairies le distribuent aux candidats au mariage. Il est évident en effet qu'une fois le choix du régime matrimonial effectué, il reste difficile de maîtriser et de contrôler totalement les conséquences que peut avoir un divorce. L'on entend régulièrement les personnes qui ont divorcé se plaindre de ce que leur divorce les a appauvris. Ceci devient d'autant plus vrai lorsque l'un des époux développe une activité commerciale ou professionnelle à laquelle l'autre a peu ou pas du tout participé. Il apparaît dans ce contexte toujours inéquitable à celui qui est à l'origine de la constitution du patrimoine de la famille, d'accepter le partage. La vraie question est donc celle de la prévention puisque lorsque l'avocat, puis l'expert a fortiori, ont à connaître des difficultés que rencontrent les époux telles que d'ailleurs très bien listées et répertoriées par M. Ron, il ne s'agit plus que de dresser un état de la situation alors que naturellement mieux vaudrait anticiper sur les difficultés. Or, le chef d'entreprise n'a plus le droit aujourd'hui d'invoquer l'ignorance. En tout état de cause, quand bien même le choix du régime matrimonial aurait été effectué au moment du mariage de manière inadaptée, il reste toujours possible de changer de régime. Par conséquent, l'information doit être dispensée aux chefs d'entreprise quel que soit leur statut actuel, célibataire ou marié. De la même manière qu'il se tient informé des lois sociales, fiscales et autres ainsi que des règles du fonctionnement bancaire pour la gestion de son entreprise, il se doit de s'informer correctement sur tout ce qui a trait à son patrimoine. M. Ron, en sa qualité d'expert, explique parfaitement les différents types de situations susceptibles de se produire en fonction du régime matrimonial adopté, ainsi que des structures juridiques choisies pour l'exercice de l'activité professionnelle ou commerciale. Il est clair que ces choix ne doivent plus en 2014 être laissés au hasard. En ma qualité de praticien, je ne peux que saluer le travail de clarification auquel s'est livré M. Ron. Maître Maud Ayat Soria. Introduction. Quand l'amour s'est consumé, l'entreprise risque de partir en fumée. Les questions soulevées par la détention de droits sociaux au sein d'entreprises. Qu'il exerce son activité professionnelle sous la forme libérale, artiste, profession médicale, juridique, conseil notamment, artisanal, secteur du bâtiment, des arts, commercial, fonds de commerce de proximité, agricole, industriel ou de service, l'entrepreneur est désigné tout au long de cet ouvrage par le vocable de chef d'entreprise. Cette entreprise a été créée avec passion, talent et opiniâtreté par le chef d'entreprise durant de nombreuses années. Le risque maximum encouru par le chef d'entreprise est celui de ne pas trouver de clientèle, de ne pas pouvoir assumer ses charges, d'être contraint de déposer le bilan et de devoir faire face à un divorce. En effet, dans bon nombre de cas, les conséquences financières d'un divorce peuvent se révéler tout aussi dévastatrices que celles d'une procédure collective, sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, non seulement pour l'entreprise elle-même mais avant tout pour son dirigeant, le chef d'entreprise lui-même. La taille de l'entreprise n'est pas corrélée à l'importance du conflit susceptible de survenir dans le cadre de la procédure de divorce. C'est la raison pour laquelle l'auteur présente des analyses juridiques et financières dont le champ d'application est l'entreprise familiale de taille conséquente, réalisant plusieurs millions de chiffres d'affaires comme la très petite entreprise TPE, au sein de laquelle l'entrepreneur exerce seul son activité professionnelle. Tout au long de cet ouvrage, les problématiques suivantes sont soulevées auxquelles il est apporté des réponses financières.
Des futurs époux s'apprêtant à s'unir sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, appréhendent-ils la finance de la même manière s'ils sont tous les deux salariés, ou si l'un d'eux souhaite créer une entreprise, exercer une activité en libéral? Lors de la création d'une société par l'un des époux mariés sous le régime de la communauté, à qui appartiennent les droits sociaux de l'entreprise lors du prononcé du divorce? À qui appartient le compte courant d'associés, au nom de l'époux actionnaire marié sous le régime légal? Quel sort financier est susceptible d'être réservé aux parts de la société familiale commerciale, après le divorce? Que deviendra l'entreprise dont l'épouse est seule actionnaire et au sein de laquelle elle loge son activité professionnelle? Comment estimer la résidence principale appartenant à la Société civile immobilière, SCI? Comment valoriser une société industrielle? Quelle méthode financière est la plus appropriée pour estimer l'entreprise commerciale familiale? Le divorce règle-t-il également les intérêts pécuniaires des époux associés, au sein d'une même entreprise? L'époux commun en bien peut-il revendiquer des dividendes non encore versés, bien que votés par l'Assemblée générale des actionnaires de l'entreprise dont seule l'épouse détient des droits sociaux? Une épouse dirigeante d'entreprise générant des résultats capitalisés importants, peut-elle prétendre à une pension de secours? B. La rupture des liens du mariage est susceptible d'entraîner des modifications de la géographie des entreprises familiales. Dans le cas où des époux sont tous deux associés actionnaires au sein d'une même entreprise, généralement d'origine familiale, la rupture des liens du mariage occasionnée par une mésentente privée entre les époux risque également d'avoir des répercussions sur la géographie du capital de la société familiale. En effet, des époux ne s'entendant plus sur le plan privé de la vie conjugale sont également susceptibles de ne plus s'entendre sur le plan de leurs intérêts financiers au sein de mêmes entreprises, dont l'un des deux époux peut par exemple être mandataire social, sur le plan de leur collaboration au quotidien au sein de cette entreprise familiale qui leur procure, du reste, leurs revenus professionnels. L'époux souhaitant céder ses droits sociaux au profit de son conjoint, peut être susceptible de surestimer la valeur actualisée de ses parts sociales ou de ses actions. Symétriquement, l'époux envisageant de demeurer associé actionnaire mandataire social peut avoir naturellement tendance à sous-estimer la valeur financière de ses droits sociaux. C. Le juge du divorce ne peut intervenir dans la vie de l'entreprise familiale, mais pourtant, la procédure de divorce introduite par les époux auprès du tribunal de grande instance concerne le juge aux affaires familiales. Le magistrat tentera de concilier les époux lors de l'audience de conciliation qui aboutira, dans bon nombre de cas, au prononcé d'une ordonnance de non-conciliation. Le même magistrat sera saisi d'incidents et rendra différents jugements, puis tout au long de la procédure, des ordonnances de mise en état. Dans le cas de l'existence d'entreprises familiales, le juge du divorce ne peut interférer dans la vie sociétale et décider, par exemple, l'attribution préférentielle des droits sociaux à tel ou tel époux. La valeur des parts sociales, des actions détenues par la communauté sera référencée au sein de l'état liquidatif dont la vocation est d'estimer les droits des conjoints dans la liquidation de leur régime matrimonial. En tant qu'élément constitutif du patrimoine commun ou propre, le fonds de commerce, l'entreprise devront être financièrement estimés. Ils constitueront autant d'éléments d'appréciation de la disparité des patrimoines des époux, notamment au regard de la prestation compensatoire. Des conclusions. L'objectif de se marier, payer, divorcer, le divorce du chef d'entreprise, artiste, libéral, artisan, commerçant, dirigeant, actionnaire, est d'expliquer les valorisations des sociétés commerciales, artisanales, civiles, afin que les époux et leurs conseils soient eux-mêmes en mesure d'estimer, même de manière approximative, les mesures financières de la procédure de divorce intégrant les entreprises. Première partie. L'entreprise se trouve à la croisée du chemin, du droit patrimonial de la famille et du droit des sociétés. L'enjeu. Lorsque les époux détiennent des droits sociaux au sein d'entreprises commerciales, industrielles, civiles, la procédure de divorce doit répondre aux interrogations suivantes. À qui appartiennent les droits sociaux? À qui revient la finance liée à ces droits sociaux? Qui détient le compte courant d'associés? À qui revient la finance liée au compte courant d'associés? De quelle manière valoriser l'entreprise, et par là même les droits sociaux détenus par les époux?
Pour des époux communs en biens dont l'un des deux est titulaire des droits sociaux, les dividendes non distribués par l'entreprise appartiennent-ils à la communauté? Pourquoi effectuer des recherches, dans le cadre d'une procédure de divorce, au sujet des sociétés dont un époux détient, les époux détiennent des intérêts économiques sachant que le juge du divorce n'a pas vocation à intervenir dans la vie sociétale? L'évaluation des droits sociaux au sein d'entreprises revêt toute son importance dans la mesure où une photographie des patrimoines propres des époux et donc une évaluation financière des avoirs détenus par un époux, par les deux époux, au sein de sociétés permet de rendre compte de la réalité, de la consistance et de la valorisation financière de leur patrimoine. Cette photographie permet d'éclairer l'époux non titulaire de droits sociaux au sein de la société dont son conjoint est lui-même titulaire de parts sociales ou d'actions. La liquidation du régime matrimonial des époux peut de ce fait passer par la répartition de la finance commune ou indivise, une fois calculées les récompenses et les créances, après avoir, le cas échéant lorsque les époux sont titulaires de droits sociaux au sein de même société, cédé des parts sociales ou des actions au conjoint. Une telle mesure doit cependant faire l'objet d'une décision des titulaires de droits sociaux. En cas de formulation d'une demande de prestation compensatoire, le référencement de l'intégralité des composantes des surfaces patrimoniales propres des époux est indispensable. Si les époux détiennent des intérêts économiques au sein des mêmes entreprises, la cession de parts sociales d'actions à l'autre conjoint peut constituer le paiement de tout ou partie de la prestation compensatoire. Là encore, une telle décision doit faire l'objet d'une délibération des époux détenteurs des droits sociaux. L'entreprise complexifie les mesures financières de la procédure de divorce. 1. De manière générale, dans toute procédure de divorce. Afin de fixer les mesures provisoires, pension de secours, pension alimentaire, répartition de l'acquittement des charges fiscales, des prêts en cours notamment, les mesures définitives, état liquidatif prestations compensatoires, se pose l'enjeu de la consistance et de l'évaluation financière des revenus et du patrimoine des époux dont l'un ou les deux sont titulaires de droits sociaux au sein d'entreprises. 2. De manière spécifique. Lorsque l'un des deux époux exerce son activité professionnelle non pas en tant que salarié mais sous la qualité d'artiste, d'artisan, de commerçant, de profession libérale, de dirigeant de sa propre entreprise, l'enjeu habituel d'un divorce se complexifie. Cet enjeu fait en effet appel à des notions variées issues du droit de la famille, du droit des sociétés, du droit du travail, de la pratique de l'analyse financière. Pour la fixation des mesures financières provisoires et définitives de la procédure de divorce, si les revenus d'un époux salarié sont plus facilement identifiables car fixes, récurrents et mensuels, il n'en est pas de même pour les revenus professionnels d'un chef d'entreprise. Avant tout variables, ils dépendent également d'éléments conjoncturels ou structurels. 3. Qui détient des droits sociaux au sein de l'entreprise? Lorsqu'une entreprise se trouve au cœur d'une problématique financière de divorce, de deux choses l'une. Soit l'un des deux époux est titulaire de droits sociaux. Dans le cadre de la procédure de divorce, les droits sociaux détenus par cet époux sont à évaluer afin de reconstituer la valorisation totale de son patrimoine, afin d'estimer la disparité créée par la rupture des liens du mariage au sens de la prestation compensatoire. Soit les deux époux détiennent des droits sociaux. Outre la valorisation des patrimoines, la problématique personnelle de séparation entre les époux, plan privé et personnel, risque d'entraîner des répercussions sur le bon fonctionnement de l'entreprise, plan économique et professionnel. 4. De quel type d'entreprise parle-t-on? Une première distinction intervient sur le plan des structures juridiques d'entreprise. De manière schématique, 4 types d'entreprises différentes se rencontrent dans des procédures de séparation. Les sociétés civiles immobilières SCI. Il s'agit de sociétés civiles dont l'objet économique peut être en réalité commercial. Une SCI abrite un patrimoine immobilier, un appartement, une résidence, des bâtiments industriels, commerciaux pouvant faire l'objet d'une location. Cette location peut concerner les locaux de l'atelier, de l'usine, du magasin. Dans ce cas, des revenus fonciers sont versés par l'entité locataire aux associés de la société civile immobilière. L'un des époux, ou les deux,
peuvent être détenteurs de droits sociaux au sein de la SCI et ainsi percevoir des revenus. Dans le cadre d'une procédure de divorce, non seulement les parts sociales des époux seront financièrement à évaluer, mais également leur compte courant d'associés le cas échéant détenu à l'intérieur de la SCI, ainsi que les revenus fonciers perçus. Les sociétés holding. L'objet social d'une société holding passive consiste en la détention de participations au sein d'entreprises commerciales, industrielles, de services. Si la holding est active, elle peut alors facturer aux filiales des prestations administratives, financières. L'un des époux ou les deux époux peuvent détenir des droits sociaux au sein d'une société holding. Généralement, une société holding passive ne réalise pas de chiffre d'affaires, mais bénéficie de versements de dividendes des sociétés qu'elle détient en participation. Une holding active génère un chiffre d'affaires. Un fonds de commerce ou une entreprise en nom propre. Un commerçant, un artisan, un artiste peuvent exercer leur activité professionnelle et artistique en nom propre. Dans ce cas, la question de l'évaluation de leur fonds de commerce se trouvera posée. Combien vaut le fonds de commerce du boulanger, de l'électricien, de l'artiste de variété ? Les actifs et les passifs détenus et supportés par ces fonds de commerce et entreprises en nom propre doivent faire l'objet d'un recensement, puis d'une évaluation financière. Une entreprise personne morale. Une entreprise détient la personnalité morale lorsqu'il s'agit d'une structure juridique de société de personnes, société unipersonnelle à responsabilité limitée, société à responsabilité limitée SARL, société en nom collectif SNC, ou d'une société de capitaux, société anonyme SA, société par action simplifiée SAS, société en commandite par action. Dans le cas d'une société de personnes, le capital social de l'entreprise est formé de parts sociales. Le titulaire de titre de propriété de cette société est appelé associé. Au sein d'une société de capitaux, le capital social de l'entreprise est composé d'actions. Le titulaire de titre de propriété de l'entreprise est nommé actionnaire. Le terme générique de droits sociaux est employé pour désigner indifféremment les parts sociales et les actions. L'objet social d'une telle entreprise peut être artisanal, industriel, commercial, service. Toutes les dimensions possibles d'entreprise personne morale existent. De la plus petite entreprise TPE à la plus importante, société cotée en bourse par exemple. Synthèse. Les 4 grandes catégories de sociétés rencontrées dans les procédures de divorce concernent ainsi les sociétés civiles immobilières, SCI, les sociétés holdings, les fonds de commerce ou entreprises en nom propre, les entreprises personnes morales. Une seconde distinction apparaît sur le plan de l'activité économique des entreprises. Le terme générique d'entreprise peut en réalité recouper 2 types d'activités économiques différentes. Une activité purement patrimoniale. Certaines structures juridiques d'entreprise abritent des actifs patrimoniaux. Il s'agit, notamment des sociétés civiles immobilières SCI, détenant un patrimoine immobilier, appartements-maisons, bureaux, ateliers, usines, bâtiments administratifs, et des sociétés holdings passives détenant des participations financières au sein d'entreprises. Une activité professionnelle. L'entreprise constitue un outil de travail et loge au savoir-faire économique. Au sein d'un fonds de commerce, d'une entreprise en nom propre, au sein d'une société personne morale, l'un des époux ou les deux époux exerce une activité professionnelle et en tire mensuellement des revenus. Dans le cadre d'une procédure de divorce, il importe de procéder à l'évaluation financière de ces entreprises mais également à l'estimation des revenus issus du patrimoine. Revenus fonciers pour la SCI si cette structure a opté pour la transparence fiscale, dividendes pour la société holding et pour les entreprises personnes morales, issus du travail, fonds de commerce, entreprises en nom propre, entreprises personnes morales. 5. Le capital social et le compte courant d'associés. Un entrepreneur. Un époux entrepreneur souhaitant procéder à la création, à la reprise d'une entreprise afin d'exercer une activité économique, est déjà bailleur de fonds. Il apporte des moyens financiers à l'entreprise. Certes, il peut également fournir un savoir-faire technique, il s'agira dans ce cas d'apports en industrie ou encore des moyens de production tels que des machines, on emploiera alors le terme d'apport en nature. Revenons à l'apport financier. Il peut revêtir les 2 formes suivantes. La première est celle d'un apport au capital social de la société.
les fonds sont apportés de manière permanente à l'entreprise. Ils sont inscrits en comptabilité sous la rubrique « Capital social » au passif du bilan de l'entreprise. La seconde est celle d'un apport en compte courant d'associé. L'époux détenteur de droits sociaux met temporairement à la disposition de la société des fonds dont il dispose. Ces moyens financiers représentent alors une dette de la société envers l'associé, l'actionnaire. Sous la forme du capital social ou du compte courant d'associé, c'est l'origine des fonds apportés à l'entreprise créée ou acquise qui constitue le premier sujet de litige entre les époux en instance de séparation. S'agit-il de fonds communs pour des époux mariés sous le régime légal ? S'agit-il de fonds propres à l'époux ayant créé ou acquis l'entreprise ? Les fonds constitutifs du capital social ou du compte courant d'associé sont-ils issus d'un compte joint ? 6. Les apports effectués au capital social de l'entreprise. L'analyse prend en considération les 3 sujets suivants. Le régime matrimonial des époux, régime séparatiste, régime communautaire, la nature de la société suivant qu'il s'agit d'une société de capitaux ou de personnes, le caractère propre ou commun des deniers apportés lors de la création, de l'acquisition de l'entreprise ou de l'augmentation de capital. 7. Les sujets analysés. Les thèmes juridiques et financiers. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.